Bonsoir tout le monde. Alors, il est 19 heures. Par respect pour ceux qui sont à l'heure, nous allons débuter le webinaire. Je vais juste ouvrir la caméra ici. Voilà. Donc, ma caméra est ouverte. Je vais demander, si possible, de placer vos microphones en sourdine, juste pour éviter le bruit de fond. Mais à la fin, évidemment, si vous avez des questions en direct, vous allez avoir la possibilité de les poser. Moi, je vais vous poser des questions également durant ma présentation et on va tester vos connaissances sur le fameux domaine de la toux chronique. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Mon nom est Denis Chauret, je suis interniste à l'hôpital Montfort, professeur agrégé de médecine. Je suis directeur du bureau de la FMC à l'Université d'Ottawa. Donc, on a eu la chance de bâtir une série de webinaires cette année, en plus de la mise à jour pour hospitalistes qui va avoir lieu en novembre, en plus du colloque Balle de neige qui va avoir lieu en février. Donc, on vous invite à venir au courant de nos activités et toute l'année, on va vous donner de la formation médicale de continue, de qualité, non biaisée et basée sur des perles cliniques. Ma conférence ce soir s'intitule « Tout sur la toux, devenons tous des experts ». Vous avez vu le jeu de mots ici. Parce que ce n'est pas souvent qu'on parle de tout lorsqu'on tousse. Alors ce soir, on va démystifier le sujet et voir comment on peut aborder le problème avec facilité. Donc, on commence avec la première diapo et on vous montre un peu comment on traitait la toux il y a plusieurs années. En fait, on n'avait pas grand-chose. Lorsqu'on parle d'asthme, de MPOC, il y a 100 ans, c'est des maladies qu'on ne connaissait pas bien. Puis évidemment, on a inventé toutes sortes de potions magiques, toutes sortes de produits. C'est un peu comme ça qu'on traitait l'asthme à l'époque, il y a 100 ans. Il y a 100 ans également aussi, on vendait des cigarettes pour les asthmatiques. Donc, on se disait, l'asthme est une maladie psychosomatique. Donc, en les faisant fumer, on pourra probablement réduire l'anxiété et ça va aider l'asthme. C'était naïf de croire que des asthmatiques qui fument, il n'y aurait pas de conséquences. Et on connaît maintenant les conséquences avec une maladie comme la MPOC. Donc, les objectifs ce soir, on va définir ce qu'est la toux. Ça a l'air bizarre, tousser, mais il y avait une étude américaine qui démontrait que jusqu'à 20% des patients dans une pratique de médecine familiale pouvaient se plaindre d'un tableau de toux chronique. Et on va parler comment on fait le diagnostic et comment on traite le problème de toux chronique à partir de cas patients qu'on va voir et on va partager des perles cliniques sur l'approche. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus pratique possible, basé sur la meilleure évidence disponible, puis parler également des changements récents qui ont eu lieu dans le traitement de certaines maladies. Donc, ce sont mes objectifs. Je vous rappelle que ce soir, il n'y a aucun commanditaire. J'ai déjà participé à des comités aviseurs comme conférencier, mais ce soir, c'est vraiment l'Université d'Ottawa qui organise le webinaire, donc aucun honoraire n'est attaché à la conférence, qui est bien équilibrée là, dans toutes ses facettes. Donc, on va commencer en testant vos connaissances et j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que la toux? A. Est-ce que c'est un réflexe primitif? B. Une aberration neurologique? Un mécanisme de défense? Two webinars in a row Une tonight. mauvaise Here I habitude. go. Already into the first one. Alors, on va vous faire voter. Je ne sais pas si les microphones sont tous fermés. On va fermer tout le monde, juste pour être sûr. Alors, je vous laisse voter. Qu'est-ce que la toux? Qu'est-ce que vous en pensez? Et on vous laisse voir un petit peu où est-ce que ça s'en va. Et voilà. Donc, la majorité d'entre vous ont parlé d'un mécanisme de défense. C'est vrai. C'est aussi un réflexe, mais pas un réflexe si primitif. En fait, il y a eu une longue évolution pour la question de la toux et on va voir ce qui se passe là-dessus. Camille, je ne sais pas si c'est possible de mettre en sourdine tous les micros. Il y a un micro ouvert présentement. Donc, juste peut-être fermer les micros de tout le monde pour l'instant.
Donc, la toux est un mécanisme de défense. On a des sites où il y a des récepteurs et lorsqu'il y a des agents étrangers, que ce soit un corps étranger, que ce soit la présence de mucus, on envoie un signal par le nerf vague au centre de la toux, dans la médula, et à partir de 3 nerfs, on a ce qu'on appelle le réflexe de toux, qui implique notamment le gros muscle qui est le diaphragme ici. Donc, première chose que vous allez remarquer, la toux, elle n'est pas uniquement pulmonaire. Elle peut être de cause ORL, larynx, pharynx. Elle peut être de cause digestive, parce qu'il y a des récepteurs dans l'œsophage et l'estomac. Et rappelez-vous qu'il y a aussi des récepteurs dans l'oreille moyenne. Donc, je me souviens d'un cas clinique qu'on avait investigué jusqu'à temps qu'on regarde les oreilles, qu'on enlève la cire et miraculeusement, la toux a disparu. Donc, premier message, ce n'est pas seulement pulmonaire. Il peut y avoir des causes ORL, des causes digestives à la toux chronique. Ce qui m'amène à la prochaine question. Chez le non-fumeur, quelle est la principale cause de toux chronique? Quelle est la meilleure chance de trouver le diagnostic? Principale cause, la première. Est-ce que c'est l'asthme? Est-ce que c'est la rhinite postérieure? Est-ce que c'est le reflux gastro-œsophagien ou un effet secondaire de la médication? Alors, on va partir le sondage et voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va laisser monter les votes jusqu'à 80%. Et Camille va cesser le vote là, quand on a atteint à peu près 80% ou avant. C'est bon. Donc, 73% ont parlé du reflux, ce qui est une cause très fréquente, et 18% ont parlé de la rhinite postérieure. Personne n'a mentionné l'asthme. Mais en fait, la vraie réponse, elle est B, la rhinite postérieure. Donc, la principale cause de toux chronique, elle est ORL. Le reflux suit en deuxième, et vous n'étiez pas loin, l'asthme en troisième. Et on va parler de la toux causée par les médicaments lorsqu'on va parler des ISCA. Donc, c'est juste pour montrer les résultats ici du sondage et on va quitter à ce moment-là. Donc, chez le fumeur, la principale cause de toux chronique, c'est la bronchite chronique. Donc, ces patients-là qui toussent et qui crachent pendant 3 mois consécutifs sur 2 ans, c'est la principale cause de toux chronique. On se rappelle par contre que le patient avec emphysème, lui, ne tousse pas parce qu'il n'y a pas de récepteur de toux au niveau des alvéoles. Donc, si un patient avec emphysème pur se met à tousser, on suspecte un autre processus qui pourrait être néoplasique. Mais chez un fumeur, la bronchite chronique est la principale cause de toux chronique. Donc, la toux, selon l'ATS, puis je m'excuse, la diapo n'est pas disponible en français, ce qu'on remarque, c'est que si vous regardez le tableau ici à gauche, 95% de tous les cas de toux chronique sont reliés à 3 maladies, la rhinite postérieure, la principale, l'asthme et le reflux. Donc, s'il y a un doute que dans 95%, la cause elle est ici, on n'a pas besoin d'investiguer. On pourrait traiter selon notre démarche clinique. Donc, on va voir que cette démarche clinique-là, elle est importante et que vous êtes capable, en principe, de régler 95% des cas de toux chronique. Si par contre, ça ne va pas là, on peut faire une radiographie pulmonaire. C'est peut-être le seul examen qu'on recommande au début pour nous assurer qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la structure du poumon. Puis il y a des indices ici. Si le patient prend des IECA, s'il est fumeur, s'il y a du mucus purulent, bien, ça nous oriente vers d'autres causes à ce moment-là. Donc, on ne pense pas nécessairement à des causes les plus bizarres, incluant la toux psychosomatique. On pense surtout au fait que les principales causes sont ici et que la toux chronique dure 3 semaines et plus. Lorsque la toux dure moins de 3 semaines, elle est aiguë et elle est considérée normale dans un processus infectieux. Donc, si vous faites une pneumonie et vous toussez pendant 3 semaines, c'est simplement une réponse à la pneumonie. Mais on définit ça comme une toux aiguë et ça pourrait être juste que le corps prend du temps à réagir et la toux, elle est aiguë. Mais lorsque ça dépasse 3 semaines, et moi, je vois des gens dans ma pratique qui toussent depuis 6 mois, depuis 2 ans,
bien évidemment, on va chercher des causes beaucoup plus chroniques qui pourraient être associées. Donc, ce que je dis toujours, traiter, c'est investiguer. Parce que moi, dans ma pratique, qui vois beaucoup de patients avec toux chronique, c'est très rare que je fais des examens de dépistage. Puis on va voir que les indices cliniques, l'examen physique nous orientent souvent vers le diagnostic et la réponse au traitement, c'est aussi une façon d'investiguer. Donc, les indices au questionnaire sont importants. Lorsqu'un patient tousse, on lui demande qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est arrivé dans un ciel clair ou c'était causé par une infection? On veut savoir comment ça a commencé. On peut demander d'où vient la toux et le patient est capable de vous répondre. Lorsque vous lui demandez, vous toussez, mais qu'est-ce qui vous chatouille? Est-ce que la toux vient vraiment de la gorge ou elle vient d'assez creux dans les poumons? Juste cette orientation-là peut nous donner un indice sur la source de la toux. Est-ce qu'elle est productive ou non? Est-ce qu'on parle de toux sèche? Est-ce qu'on parle de production de mucus? Et s'il y a le mucus, quelle couleur est le mucus? Il y a une différence entre un mucus jaune versus un mucus clair comme ça. Donc, tous ces aspects-là font en sorte qu'en posant les bonnes questions, on peut déjà avoir une idée où est-ce qu'on s'en va avec le diagnostic. Puis évidemment, l'examen physique nous aide. Je sais que par téléphone, c'est un peu difficile. Heureusement que nous, à la clinique d'allergie, ça fait des mois qu'on a recommencé à voir les patients en personne. Donc, la tonalité est importante. Une toux soprano, une toux aiguë vient peut-être des petites bronches. Une toux plus grasse, plus baryton, vient souvent plus haut au niveau de la trachée ou du larynx-pharynx. C'est super intéressant parce que dès que j'entends le patient tousser, maintenant, je peux faire le diagnostic juste par la tonalité. Je suis comme un accordeur de piano, finalement, mais spécialiste au niveau de la toux. L'ORL, l'examen, c'est important. Rappelez-vous le patient qui avait de la cire dans les oreilles. Imaginez le héros que vous allez être si les pneumologues n'ont pas été capables de traiter la toux et vous avez enlevé la cire dans les oreilles et vous avez réglé le problème. Donc, les oreilles, il faut les regarder. Le nez, on va voir qu'il est au service du diagnostic. Puis la gorge, est-ce que je vois un érythème dans la gorge? Est-ce que je vois une masse? N'oubliez pas qu'il y a des récepteurs de toux, pharynx, larynx. Puis les poumons aussi, hein? C'est drôle parce qu'on entend des ronquilles, des râles sibilants. Ce n'est pas important. Des ronquilles, ça veut simplement dire qu'il y a du mucus. Mais quand il y a des sibilances expiratoires, c'est souvent qu'une maladie obstructive. Donc, l'air entre, mais elle a de la difficulté à sortir. Donc, c'est un indice de maladie obstructive. Puis, je dis toujours que le nez est au service de la cause. En principe, en regardant dans le nez, on est capable d'identifier le diagnostic. Si on voit des polypes, plus de chances que le patient ait des allergies, mais rappelez-vous que les polypes, dans 40% des cas, ne sont pas associés à des allergies. Quand une muqueuse est rose pâle, elle ressemble à une rhinite allergique. Et quand elle est rouge, elle est beaucoup plus inflammatoire. Donc, une sinusite chronique, une sinusite aiguë. Donc, le fait de regarder le nez nous permet d'aller vers la source. Et si on voit quelque chose de purulent, ce qui est jaune, ce qui est vert, on parle d'une infection chronique. L'allergie, c'est clair. La rhinosinusite infectieuse, c'est jaune, c'est vert. Donc, déjà, ça nous oriente vers le diagnostic. Donc, ce qu'on va faire, on va suivre des cas cliniques avec des diagnostics très précis et on va partager les nouveautés et les perles cliniques pour chaque condition. Le premier cas s'appelle « Docteur, je tousse ». L'automne est sûrement arrivé. Et là, c'est un cas tout à fait d'actualité au mois de septembre. Alors, l'histoire est la suivante. Patient de 22 ans qui vient vous voir au bureau pour congestion nasale, prurite-oculaire, et classiquement, c'est dans la période 15 août, 15 octobre. Donc, vous avez une idée du diagnostic. Le patient a des difficultés de concentration et une histoire familiale atopie. Donc, quand le diagnostic avec les symptômes cause des problèmes de qualité de vie, comme le sommeil, la concentration, l'absentéisme, on parle d'un diagnostic sévère. Donc, atteinte de la qualité de vie sévère. Donc, vous avez une idée du diagnostic ici, mais ma question est la suivante. Quel traitement serait le plus approprié pour cette patiente? Un antihistaminique, un stéroïde en inhalation nasale, un anticholinergique en inhalation buccale ou le Montelukast, un antileucotriène.
qu'est-ce que vous donneriez à cette patiente qui serait le meilleur choix? On va vous laisser voter un petit peu. Intéressant, on voit le sondage qui se promène dans toutes les directions. Encore un petit effort. Donc, vous avez le diagnostic. Quel traitement serait le plus approprié? Je vous rappelle que cette patiente-là tousse. D'accord. Donc, on va cesser le vote. Alors, je vais partager les résultats. Alors, antihistaminique est le gagnant, stéroïde deuxième, anticholinergique troisième. Et on va voir que dans le cas de tableau de congestion nasale de tout, le gagnant est le B, un stéroïde d'inhalation nasale, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va quitter la feuille sondage ici. On va retourner ici, on va enlever celui-là. Et vous aviez déjà une idée du diagnostic qui était une rhinite allergique. Elle peut être saisonnière ou perannuelle, c'est-à-dire que lorsqu'elle dure toute l'année. L'allergie débute habituellement avant 40 ans. Et on va parler un peu des personnes âgées qui toussent, dont le nez coule, mais classiquement, c'est une maladie des plus jeunes et c'est très rare que ça débute après 40 ans, à moins qu'il y ait eu déménagement. Un patient qui vient du nord de l'Ontario, d'Outaouais, peut avoir des symptômes qui se présentent plus tardivement, mais habituellement, c'est avant l'âge de 40 ans. Et rappelez-vous, c'est clair. Donc, quand le patient vous dit « je mouche jaune-vert », peut-être que l'allergie a contribué, mais ce n'est pas ça qui est le problème ici. Et évidemment, je sais qu'il y a des gens de partout ce soir, mais nous, peut-être parce que je fais de l'allergie, je dirais que j'ai la chance de vivre en Outaouais, mais c'est ici au Canada qu'il y a le plus haut taux de pollen à cause d'un effet géographique de vallée. Donc, on sait que les arbres, c'est avril. C'est assez fort, les arbres, c'était très fort cette année. Le gazon, c'est l'été, un petit peu moins fort cette année. Puis l'herbe à poux, pas très fort cette année. Donc, ça dépend beaucoup du climat. Si c'est sec, c'est pluvieux. Mais la saison des arbres a été très difficile pour nos patients cette année. Donc, ça peut être 6 mois par année quand vous habitez dans une région à pollen. Puis évidemment, perannuel, hein? J'aime toujours montrer la photo des acariens et vous rappeler qu'il y en a peut-être un demi-million dans votre lit. L'acarien se nourrit de vos poils, de vos squames de peau, fait des selles et on est allergique aux selles d'acarien. Donc, on n'est pas allergique à la poussière, on est allergique aux défécations d'une araignée qui s'appelle l'acarien. Quand je dis ça aux patients, la peau leur pique. C'est tout à fait inoffensif, surtout si on n'est pas allergique. Les chats, les chiens, les moisissures, hein, pensez sapin de Noël, plantes vertes. Donc, c'est des choses qu'on va chercher. Donc, au questionnaire, c'est des questions qu'on va poser à nos patients. Puis évidemment, il y a des lignes directrices pour la rhinite allergique. La première chose, c'est améliorer l'environnement. Un asthmatique qui a ses chats et qui garde les chats parce qu'il est allergique, ce n'est pas nécessairement le meilleur traitement. Quelqu'un qui est allergique aux acariens, on va leur recommander de contrôler l'humidité, d'acheter les housses anti-acariens. Quand les symptômes sont peu sévères, qui n'affectent pas la qualité de vie, l'antihistaminique, c'est correct. Et évidemment, on se concentre vers la deuxième génération. Le message en 2021, il n'y a pas de place pour des médicaments comme Atarax, Benadryl. Ça fonctionne pour les allergies, mais les effets secondaires sont beaucoup trop importants. Ça inclut mauvaise qualité de sommeil, somnolence, risque d'accident automobile, etc., etc. Donc, s'il y a une chose, Benadryl, Atarax, c'est fini. On peut travailler avec des médicaments comme Reactine, Claritin, les nouveaux sous prescription, Rupall, Blexten, mais ces nouveaux antihistaminiques-là sont plus sécuritaires. Et à la base, le meilleur traitement pour la rhinite allergique, c'est le stéroïde d'inhalation nasale. L'antihistaminique est bon pour le prurite, mais le stéroïde, lui, c'est lui qui agit sur la congestion, qui agit sur la rhinorrhée. Donc, c'est pour ça que c'est le numéro 1 dans la rhinite allergique, mais on va voir qu'on devrait le commencer avant. L'antileucotriène est très intéressant, mais il est beaucoup plus dispendieux. L'antileucotriène, comme singulaire, c'est un médicament anti-rhinite et anti-asthmatique en même temps. Donc, quand l'asthme est allergique, c'est un excellent choix. Puis, à tout moment, on peut considérer l'immunothérapie. Donc, le stéroïde d'inhalation nasale, il ne faut pas avoir peur. Les patients pensent que c'est la cortisone et que ça va être absorbé partout.
99,2% reste dans le nez, que ce soit le Flonase, l'Avamis, Nasonex. Par contre, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on attend trop. Si on est congestionné, le stéroïde ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on le commence avant la saison des pollens. Si on est allergique à partir du 15 août, on commence le 1er août. De cette façon-là, on est prêt. Un peu comme les antihistaminiques, ça fonctionne toujours mieux lorsqu'on commence avant la saison des pollens. Les enfants, je n'ai pas d'inquiétude, puis il n'y a pas d'effet sur la croissance parce que c'est tellement faible l'absorption, mais ça demeure sécuritaire. Le problème, c'est que les patients n'aiment pas se mettre des sprays dans le nez, ça ne sent plus les fleurs comme avant. Fait qu'on a quand même beaucoup de difficultés à le faire accepter parce que ce n'est pas une pilule, mais c'est un spray, mais c'est beaucoup plus efficace que l'antihistaminique. Puis évidemment, il n'y a pas de tolérance à long terme. Puis les patients vont vous dire, je saigne du nez, on l'envoie un petit peu de côté. On n'envoie pas ça droit directement vers le cerveau, on l'envoie vers l'oreille, puis on risque de ne pas attraper le plexus veineux à ce moment-là, puis avoir moins d'épistaxis. Puis l'immunothérapie, en tout moment, puis ce qui a révolutionné récemment, c'est l'immunothérapie sublinguale. Donc, plutôt que d'avoir des injections, beaucoup de médecins de famille n'aiment pas donner des vaccins, accumuler ça dans leur frigo. On peut donner des comprimés sublinguales. Puis il y en a maintenant pour les 3 types de pollen, il y en a pour les acariens. Le problème, c'est le coût. À 4 par jour, c'est beaucoup plus cher que sous-cutané. Puis le problème, c'est que quand vous avez de multiples allergies, on n'est pas rendu à donner 4 sortes de comprimés à chaque jour. On n'a pas assez d'évidence encore. Je dirais que pour 1 ou 2 allergies, ça va. Ce qui nous reste à développer, c'est est-ce qu'on peut en prendre 3 ou 4 en même temps. Et ça, il y a plus d'études qui vont être présentées dans le futur. L'avantage, par contre, c'est qu'il n'y a pas de risque d'anaphylaxie. Il y en a toujours avec les injections d'allergie, mais il y en a beaucoup moins avec l'immunothérapie sublinguale. C'est souvent moi qui vais donner la première dose pour leur démontrer qu'il peut y avoir des effets secondaires topiques, que ça pique un peu dans la bouche, mais on s'améliore. Après 1 semaine ou 2, c'est complètement disparu. Puis ce qui est très avantageux, c'est que le patient fait lui-même son immunothérapie à la maison sans venir dans le cabinet du médecin, sans attendre 30 minutes avec un risque d'anaphylaxie. Donc, en Ontario, c'est disponible avec un code de LU pour l'herbe à poux. La plupart des assurances le couvrent, mais évidemment, ce qui nous limite un peu, c'est quand il y a de multiples allergies. C'est plus facile de mettre 4 allergènes dans un sérum que de donner 4 sortes sublinguales, alors qu'on n'a pas l'évidence que ça peut fonctionner à cause des effets secondaires. Donc, rhinite allergique, pensez-y, vous savez que vos allergies commencent toujours au même moment, 2 semaines avant. Donc, 1er avril pour les arbres, 1er juin pour le gazon, 1er août pour l'herbe à poux. L'antihistaminique est un mauvais décongestionnement. Si votre seul symptôme, c'est le nez qui pique ou la peau qui pique, ça va. Mais s'il y a de la congestion, de la toux, le stéroïde est un meilleur traitement. Deuxième cas clinique. Docteur, je tousse, je gourmand, du gourmage, l'impression d'avoir du mucus dans la gorge, et la patiente vous dit « mon nez coule constamment ». Ça, vous l'avez vu dans votre cabinet, la petite madame avec un Kleenex dans la manche. Elle ressemble à ça ici. Elle a 72 ans, puis elle vous dit que son nez coule constamment. Elle mange, mon nez coule. Le matin, je me lève, mon nez coule. Elle n'a aucune histoire d'allergie par le passé, elle n'a pas vraiment de congestion nasale, puis elle éternue fréquemment. Et là, la raison de consultation, allergie chez une patiente de 72 ans. Alors, comme on a dit, si ça a commencé tardivement, vous n'en trouverez pas d'allergie. Je vais aller faire les tests pour le prouver, mais je le fais de façon tout à fait inutile parce que je peux déjà interpréter que le test va être négatif. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette patiente-là, vous pensez? Puis qu'est-ce qui pourrait l'aider? Donc, pensez au diagnostic et je vous pose la question, quel traitement serait le plus approprié pour cette patiente? Le syndrome de la petite madame dont le nez coule. Un antihistaminique? Un stéroïde d'inhalation nasale? Un anticholinergique nasal? Ou un décongestionnant topique? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui serait le meilleur traitement? Alors, le vote est en cours, ça va dans toutes les directions.
Parfait. On va arrêter le vote. Et voilà. Vous avez voté en majorité pour l'anticholinergique nasal et vous connaissez mon secret maintenant. Donc, effectivement, c'est probablement que vous m'avez référé des patients où vous le saviez. C'est une très bonne patiente pour l'anticholinergique nasal. Donc, on va voir pourquoi. Le diagnostic ici, c'est une rhinite vasomotrice ou une rhinite qu'on dit non allergique. Elle peut être antérieure ou postérieure, c'est-à-dire qu'on peut avoir le nez qui coule ou bien ça coule en arrière puis ça fait tousser. Ce n'est pas véritablement une maladie, c'est plus une dégénérescence neurologique, un tonus parasympathique augmenté. Donc, c'est un ajustement, si on veut. C'est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées, mais même les jeunes, un tiers des rhinites sont vasomotrices. Fait que vous voyez un jeune de 20 ans avec le nez qui coule, vous pensez aux allergies, mais les tests sont négatifs, c'est probablement vasomoteur aussi. Donc, c'est possible chez les jeunes. C'est souvent après l'âge de 40 ans, puis c'est eux autres qui ont le nez sensible. Je trouve ça drôle quand les gens disent « je suis allergique au parfum, je suis allergique à la fumée de cigarette, je suis allergique au détergent ». On ne peut pas être allergique à un produit inorganique, on est intolérant. Donc, c'est souvent les gens qui ont une sensibilité du nez exagérée, simplement parce que leur tonus est plus augmenté. Donc, c'est une hypersensibilité, si on veut. Puis, ce n'est pas allergique. Donc, ça ne me fait rien de faire les tests. Je vais le faire pour le prouver, sinon on va aller voir ailleurs, mais je ne trouve jamais d'allergie. L'anticholinergique inhalé est intéressant parce que l'atrovent intranasal, 0,03 %, qu'on utilise au besoin, va assécher la muqueuse. Donc, peut arrêter la toux postérieure et peut arrêter l'écoulement antérieur. Il y a un petit peu d'effet secondaire, donc assèchement des muqueuses, mais c'est ce qu'on veut. Un nez humide, on veut qu'il devienne sec. S'il y a du glaucome sévère ou du prostatisme non contrôlé, c'est une contre-indication. Et en Ontario, il y a un code LU, le code 03, qui permet de le couvrir à ce moment-là. Donc, PEL clinique, il n'y a pas de nouvelle allergie environnementale après l'âge de 40 ans. Mais à chaque semaine, je vais recevoir des patients de 80 qui sont convaincus qu'ils ont des allergies. Donc, on éduque, on rassure. C'est traitable, mais ce n'est pas guérissable. Je dis toujours qu'il faut leur transplanter un nouveau nez ou un nouveau système neurologique. Ils comprennent qu'on va essayer d'améliorer les symptômes, mais ce n'est pas guérissable. Si c'est le problème est congestion, bien, le stéroïde en inhalation nasale est mieux. Et si le problème est rhinorrhée, l'anticholinergique est mieux. Donc, il y a des rhinites non allergiques qui répondent très bien au stéroïde en inhalation nasale, puis il n'y a pas de problème. Donc, ces agents-là ne sont pas réservés uniquement pour l'allergie. On peut les utiliser en sinusite chronique ou même dans des rhinites non allergiques. D'accord. Prochain cas s'appelle « Docteur, je tousse sans arrêt ». Alors ici, on a un patient de 43 ans, non-fumeur. Il tousse depuis 6 mois, puis lui, ça a commencé suite à une infection des voies respiratoires supérieures. Il n'y a pas de reflux cliniquement, il n'y a pas de rhinorrhée, donc son nez ne coule pas. Alors, quelque chose qu'on pourrait y poser, quelle couleur est le mucus? Si vous toussez puis vous crachez, est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est jaune? Et dès que vous entendez des couleurs comme jaune, vert, vous êtes plus dans quelque chose d'infectieux. On a une question. Encore une fois? Oui, on va prendre la période de questions à la fin, s'il vous plaît. Source de la toux, en fait, gorge, si le patient vous pointe la gorge, on est beaucoup plus dans la rhinite postérieure. Si le patient vous pointe davantage le thorax, on est beaucoup plus dans les bronches. Et ça fonctionne, ça. Demandez-leur d'où vient la toux, vous allez avoir la réponse. Parce qu'une toux qui vient de la gorge ne se traite pas comme de l'asthme et vice-versa. Et finalement, si une histoire d'asthme ou non, c'est bon, parce que ça peut être réactivé même des années plus tard par une infection virale. L'asthme n'est pas une maladie strictement des jeunes. Ça peut se produire à n'importe quel âge, même à 80 ans. Mais quand c'est de nouveau, ça peut être causé par une infection virale ou quelqu'un qui a déjà eu de l'asthme, ça peut être réactivé plus tard à ce moment-là. La sinusite chronique, c'est quand même une condition qu'on voit fréquemment. Hein? C'est des patients qui ont des symptômes pendant 12 semaines. Ils vont présenter de la congestion nasale, du mucus purulent, de la douleur faciale. Et très souvent, on va avoir de la toux qui proviennent de l'arrière-gorge. Mais ce qui fait la différence vraiment, c'est vraiment la couleur du mucus. Ce n'est pas clair dans une sinusite chronique. Ils vont cracher jaune, ils vont cracher vert probablement. Puis, ce qui est recommandé dans le fond, lorsque vous avez 12 semaines de symptômes, ce que les ORL demandent toujours, c'est un CT du sinus.
Il n'y a pas vraiment de place pour la radiographie des sinus. Ce n'est pas un bon examen. Mais le CT des sinus va vous permettre d'établir est-ce qu'il y a vraiment des épaississements? Est-ce qu'il y a un désordre anatomique? Est-ce qu'il y a présence de polypes? Donc, vous pouvez d'emblée le demander avant de référer à l'ORL si vous pensez que c'est nécessaire. Puis, parce que lui va déterminer selon les polypes ou non. Donc, il y a des options chirurgicales et des options médicamenteuses aussi. Donc, pour la sinusite chronique, ce qui est recommandé, c'est vraiment l'hydratation, solution saline. Puis, il faut être patient. 3 mois au moins de stéroïdes d'inhalation nasale. Ça prend 2 semaines à commencer à marcher. Donc, souvent, les patients l'arrêtent après 10 jours sans même pas commencer à fonctionner. Donc, 3 mois. S'il n'y a pas de réponse dans ma pratique, moi, je les envoie à l'ORL. Et là, l'ORL aura des options. Prednisone pour la congestion, peut-être des antibiotiques prolongés jusqu'à 4 semaines ou une chirurgie pour enlever les polypes, pour réparer l'anatomie des sinus. Mais vous pouvez faire beaucoup pour ces patients-là en prescrivant notamment le premier traitement ici, en demandant le CT scan des sinus, puis en référant à l'ORL au besoin. Il y a beaucoup de patients qui vont s'améliorer sans voir l'ORL, simplement en appliquant le traitement. C'est moi qui ai la toux chronique maintenant. Bon, alors c'est ça, c'est la belle rhinite postérieure, hein, quand on avale sa salive. Donc, rappelez-vous que la toux peut être un équivalent asthmatique, hein? Parce que les gens vont dire, je ne fais pas d'asthme, moi, je n'ai pas de misère à respirer, je n'ai jamais de sibilance, tout ça. L'examen pulmonaire est toujours normal. Mais l'asthme est une maladie inflammatoire. Donc, elle peut se présenter sous forme de toux, qu'on appelait auparavant cough equivalent asthma. Est-ce que c'est de l'asthme ou non? Mettons qu'un patient fait une infection respiratoire, développe de la toux chronique, puis c'est une toux vraiment pulmonaire. Il n'y a pas vraiment de symptômes ORL. Donc, on appelle ça de l'asthme si on sait que le patient fait déjà de l'asthme. On a déjà eu des fonctions pulmonaires, on a déjà eu une métacholine qui est anormale. Si on ne sait pas, ça s'appelle une bronchite éosinophilique non asthmatique. Ça, c'est le nom de cough equivalent asthma en anglais. Est-ce que ça fait une différence? Absolument pas. Cliniquement, c'est la même chose et le traitement est le même. Donc, pas besoin de fonction pulmonaire. Parce que de toute façon, si votre patient tousse et il n'est pas dyspnéique, il n'y a pas de sibilance, votre spirométrie va être normale. Mais il y a quand même un problème inflammatoire, ce patient-là. Donc, pensez-y, infection, ça vient du poumon, ça tousse, ça produit. On n'a pas besoin de faire de fonction pulmonaire. On peut traiter d'emblée. Et c'est pour ça qu'en 2021, on a revisé les lignes directrices, notamment sur l'asthme léger. C'était publié en février. Ce n'est pas traduit encore, malheureusement. Mais on a défini de nouveaux critères de contrôle pour l'asthme. Vous vous en rappelez, avant, on disait, tu peux prendre ton bronchodilatateur 4 fois par semaine. On disait même, ça n'inclut pas l'exercice. On est passé à 4. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le patient était toujours à risque d'exacerbation. Donc, ce qu'on permet maintenant comme médicament de secours, c'est moins de 2 doses par semaine. Ça veut dire qu'un asthmatique aurait droit à une pompe de Ventolin à chaque 2 ans. Ce n'est pas la réalité, malheureusement, parce qu'on sait que les patients abusent de leur Ventolin et ne traitent pas l'inflammation. On ne veut plus de symptômes nocturnes dans l'asthme, on ne veut pas de symptômes le jour non plus. Donc, on va essayer de trouver des traitements plus efficaces pour vraiment contrôler l'inflammation et faire en sorte que le patient n'a pas de symptômes. Donc, le message à retenir, une pompe de Ventolin par année. Et on va voir que le budesonide formoterol, le Symbicort, peut être utilisé au besoin également aussi. Donc, il y a eu beaucoup de nouveautés. Puis je m'excuse un peu, ça a mal sorti ici. GINA, c'est vraiment les lignes directrices internationales qui ont vraiment changé la façon de traiter l'asthme, qui se sont dit, si le patient a des symptômes d'asthme, c'est qu'il y a des symptômes inflammatoires. Et la médication de secours n'est plus simplement un bronchodilatateur qui ouvre les bronches. Ça va être un stéroïde et un bronchodilatateur qui ouvre les bronches, d'où le formoterol budesonide qu'on appelle Symbicort, qu'on peut utiliser comme traitement préférentiel au besoin, et même quand l'asthme est léger. Donc, quand l'asthme est très léger, ça devient un traitement de choix. Même à moins d'un épisode par jour, on a 2 options aussi. Soit prendre le stéroïde tous les jours ou prendre Symbicort au besoin.
Et plus on avance dans l'asthme, plus on peut l'utiliser. Mais on s'est dit que le traitement préférentiel, c'est quelque chose qui va attaquer l'inflammation. Parce qu'une crise d'asthme, c'est une crise inflammatoire. Et avant, on se disait, on va simplement l'ouvrir avec un bronchodilatateur, mais on ne faisait absolument rien pour ce qui est de l'inflammation. Donc, c'est pour ça que les lignes directrices 2021 ont introduit le Symbicort au besoin, tout en disant, bien, si votre asthme est léger, comme la toux, le stéroïde en inhalation demeure un bon choix. Donc, en général, quand j'ai un patient avec toux asthmatique, je n'ai pas tant besoin de médication de secours parce qu'il est peu symptomatique. Je vais utiliser une petite dose de stéroïde inhalée pour réduire l'inflammation. Donc, le message important, quand vous toussez et que vous suspectez que ça vient des petites bronches, ce n'est pas un bronchodilatateur que le patient a besoin, c'est vraiment un traitement anti-inflammatoire. Puis comme la toux elle est persistante, le stéroïde inhalé, lui, est probablement le meilleur traitement. Et quitte à utiliser une médication de secours, c'est les symptomatiques. Mais pour ce qui est de la toux, souvent le stéroïde inhalé va être suffisant pour contrôler les symptômes. Mais quand l'asthme il est moins fréquent, il est léger, bien là, on ouvre la porte à dire, bien, Symbicort au besoin, c'est quasiment aussi bon que prendre un stéroïde tous les jours avec moins d'exposition aux stéroïdes. Puis au bout du compte, c'est la même quantité d'exacerbation. Donc, ce sont les nouveautés 2021 dans le traitement de l'asthme. Et les gens me disent, pourquoi Symbicort? Pourquoi pas Zenel? Pourquoi pas Advair? C'est simplement que le formoterol agit rapidement. Donc, on ne pourrait pas utiliser Advair ou Bréo au besoin. On pourrait utiliser Zenel, sauf qu'il n'a pas été standardisé et étudié. C'est pour ça que Symbicort est le seul qui a l'indication basée sur les études. Puis évidemment, il y a d'autres causes fréquentes de toux. Je ne suis pas gastro-entérologue, mais le reflux, c'est très fréquent. Puis 40 des patients sont asymptomatiques. Donc, des fois, ça vaut la peine de traiter le reflux. Il y a des changements non pharmacaux, lorsqu'on parle de diminuer l'alcool, perdre du poids, diminuer la caféine. Puis on peut les traiter d'emblée aussi. On n'a pas besoin d'une pH-métrie à chaque fois. Donc, une médication comme l'oméprazole 40, c'est ce que j'utilise. Puis j'essaie 2 mois. Puis des fois, si la toux disparaît, je vais savoir que c'était relié probablement au reflux gastro-œsophagien. Donc, facilement, vous pouvez faire ça avec vos patients aussi. pH-métrie, évidemment, ça demeure l'examen de choix pour un reflux, mais seulement lorsqu'il n'y a pas de réponse, vous avez suspecté que vous ne trouvez pas la toux, vous avez l'impression que c'est digestif, ça peut être un examen qui est effectué pour quantifier le reflux. Pour les IECA, on aime beaucoup les IECA pour la protection vasculaire, mais 3 à 20 des patients peuvent avoir de la toux reliée aux IECA. Ça peut être au début, comme ça peut être 6 mois après. Rappelez-vous que la toux, elle est sèche. S'il y a production de mucus, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. La bonne nouvelle, 4 jours après l'arrêt, la toux est disparue. Et des fois, je vais faire l'essai, je vais les rappeler 2 semaines après, ils toussent encore, je reprends l'IECA. Mais tout sèche et qui s'en va rapidement après 4 jours. Si ça tousse encore, c'est pas l'IECA. Et l'ARA est une bonne alternative. Ce que je vois beaucoup, c'est des cas d'angioëdème. Rappelez-vous que la principale cause d'angioëdème isolé, que ce soit la langue, la lèvre, chez les patients de 60 ans, c'est les IECA aussi. Et ça peut se produire des années après le début d'un traitement. L'alternative demeure l'ARA. La réaction croisée entre les deux est à peu près de 1%. Puis rappelez-vous qu'on ne tousse pas avec un ARA, seulement avec un IECA. Donc, si on revient à notre tableau du début, patient qui tousse, est-ce qu'on a éliminé ces conditions-là ici? Oui, non. Sinon, est-ce qu'on a fait une radiographie pulmonaire? Si c'était normal, bien là, vous voyez qu'on va aller un peu plus loin à ce moment-là. Donc, allez voir l'allergiste pour les tests d'allergie, c'est ce que je fais. On a parlé du sinus. Des fois, on peut parler de la pH-métrie. Les éosinophiles des crachats, ça, on ne les fait pas vraiment. Fonction pulmonaire, des fois, ça nous aide à établir, y a-t-il un élément d'MPOC, y a-t-il la bronchite chronique reliée à ça? Et si je suis dans la catégorie ici, puis je pense que c'est infectieux, je peux traiter avec des antibiotiques aussi. C'est sûr que si ça devient complexe, bien là, c'est là que d'autres vont rentrer. On peut parler de bronchoscopie, on peut parler d'études cardiaques. Puis si finalement on a éliminé tout ça, bien, en désespoir, la toux peut être une maladie psychosomatique. On peut tousser parce qu'on est stressé. On se rappelle qu'il y a un centre de la toux au niveau du cerveau.
Donc, dans des cas réfractaires, il y a parfois des médicaments qui vont fonctionner. Les sirops pour la toux, dextrométhorphan, la codéine, pour la toux aiguë, ça fonctionne. La seule chose, c'est qu'on pense qu'un sirop pour la toux, parce qu'il bloque la toux, rallonge la durée de l'infection. C'est vraiment pas nécessairement recommandé, mais quand le patient tousse au point où il en vomit, bien, on peut l'aider un peu. On ne veut pas personne qui prend de la codéine à long terme, mais à très court terme, il n'y aurait probablement pas de conséquences. Et lorsqu'on pense vraiment qu'on a tout éliminé et qu'on n'a pas de solution, bien, un peu comme dans la neuropathie diabétique, gabapentin, prégabalin ont été étudiés, puis ont eu certains succès pour ce qui est de la toux réfractaire. Mais c'est plutôt rare, et moi, je n'ai jamais utilisé ça, sauf peut-être dans des cas de toux aigus, simplement pour calmer un peu le patient, là, puis l'aider pendant quelques jours. Donc, beaucoup d'informations en 45 minutes, mais on va résumer les points clés et ensuite, on va ouvrir la période de questions. Les points clés. La toux est un mécanisme de défense. Tousser n'est pas normal. Certains vont dire que c'est un mécanisme de défense psychosomatique par exclusion à la fin. Mais il y a quelque chose qui nous dérange au niveau ORL, au niveau digestif, au niveau pulmonaire. Les causes ne sont pas que pulmonaires. Ce n'est pas parce qu'on tousse que nos poumons sont malades. Le problème est souvent ailleurs, en fait. Traiter, c'est investiguer. À part la radiographie pulmonaire, c'est très rare que je demande des tests. J'ai la chance de faire les tests d'allergie. Donc, quand je suspecte qu'il y a une rhinite allergique, je vais le prouver. Mais autrement, je fais mon diagnostic basé sur la réponse au traitement. Rhinite postérieure, c'est elle la principale cause. Alors, elle peut être allergique. Et là, on va prouver que le patient est jeune, qu'il a vraiment des allergies. Elle peut être vasomotrice, le patient est plus âgé, réagit aux facteurs inorganiques, ou elle peut être infectieuse. J'entends des mots comme mucus jaune, mucus vert. Lorsque la toux est thoracique, c'est soit une bronchite éosinophilique ou un asthme. La base du traitement, les stéroïdes d'inhalation buccale. Le reflux, pas besoin de pH-métrie. On traite fort avec un IPP et on voit la réponse. IECA, on pense que c'est ça. Tout sèche, ça arrête 4 jours, on pense ARA. Rayon X du poumon, c'est le seul examen utile au début. Donc, j'apprécie toujours, si on me réfère des cas de toux chronique, de savoir qu'il y a une radiographie pulmonaire qui était normale. Si ça n'a pas été fait, je vais le demander à ce moment-là pour m'assurer qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'arbre pulmonaire. Donc, je vais terminer avec la citation avant d'ouvrir la période des questions et vous rappeler que le secret de la longévité, c'est de continuer à respirer, puis on va bien respirer, surtout si on ne tousse pas. Et je conclue en disant que tout sur la toux, vous êtes maintenant tous des experts et êtes en mesure, à partir des informations, de faire une différence dans la vie de vos patients, d'améliorer leur qualité de vie. En allergie, en pneumologie, on ne sauve pas nécessairement des vies, mais on aide les gens à améliorer leur qualité de vie et vous êtes en mesure de le faire. Donc, je vais vous laisser avec mon adresse courriel si vous avez des questions qui viennent après, si vous avez des cas patients. Vous savez, les gens qui vivent dans la région d'Ottawa, je suis toujours disponible. Mon bureau est maintenant au Carrefour Orléans. Très, très importante clinique d'allergie, mais je vois les patients pour tout chronique. J'en ai quelques-uns qui s'ajoutent à chaque mois. Puis en général, basé sur ce que je vous ai enseigné, on est capable d'améliorer la majorité des patients, même si on ne les guérit pas tous à ce moment-là. Donc, pour la période de questions, je sais que Camille a mis les micros en sourdine. On va utiliser la fonction chat pour ceux qui veulent taper. Je vais répondre d'abord aux questions du chat. Puis ensuite, je vais permettre d'ouvrir les micros si vous avez des questions, plus spécifiques. Donc, Svetlana demande, au Québec, l'anticholinergique nasale coûte 60 $, ce qui est une alternative. Donc, j'assume que la RAMQ ne le couvre pas, ce qui est très dommage, alors qu'en Ontario, c'est couvert. C'est beaucoup plus cher qu'un stéroïde d'inhalation nasale qui coûte environ 35 $. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un médicament PRN. Donc, si une pompe a 200 inhalations et que le patient l'utilise au besoin, ce n'est pas si dispendieux. Est-ce qu'il y a une alternative? Bien, il y a une alternative qui s'appelle l'antihistaminique qui peut parfois aider la rhinite vasomotrice. Mais l'antihistaminique n'est pas donné non plus. Lorsqu'on la jette sur les tablettes, ça peut facilement coûter 30-35 $ par mois. Donc,
il n'y a pas d'alternative à l'anticholinergique, puis seulement l'ipratropium, l'intranasal est disponible. Mais à cause du coût qui coûte cher, rappelez-vous que ce n'est pas un traitement qu'on utilise régulièrement. C'est un médicament qu'on peut utiliser au besoin. Puis si le patient a vraiment des problèmes le matin, moi, je leur dis, vous prenez une inhalation par narine au coucher, puis ça devrait fonctionner. Pour l'écoulement postérieur, est-ce que j'utilise les sinus rinces? Oui, ça, c'est un traitement naturel qui fonctionne très bien, particulièrement quand il y a quelque chose de purulent. Donc, les netipotes, les solutions salines, tout ça, ce n'est pas très dispendieux, ça n'a pas de toxicité et ça peut aider les patients. Donc, ça ne va pas aider tout le monde, mais certainement pas dangereux, puis c'est recommandé. Dr. Benson demandait combien de temps la thrombine intranasale. Bien, on se rappelle que c'est souvent les personnes âgées. Donc, c'est un traitement long terme, mais PRN. Des fois aussi, la rhinite vasomotrice va juste s'améliorer avec le temps, puis on va être capable d'arrêter la pompe. Mais encore une fois, c'est un médicament PRN. Donc, que le patient le garde PRN pendant 10 ou 20 ans, j'ai aucun problème. C'est la même chose avec le stéroïde en inhalation nasale. Il y a des gens qui ont pris du Nasonex pendant 40 ans, tous les jours, sans exception, sans effet secondaire, sans tolérance à long terme. Donc, les patients ont peur des sprays nasales parce qu'ils imaginent Dristan, Otrivin, qui, eux, sont dangereux. Fait que dans le fond, ce qui est sur les tablettes est super dangereux. Vous avez du Benadryl qui cause des problèmes d'accident automobile. Vous avez du Dristan et Otrivin qui, après 5 jours, détruisent la muqueuse nasale. Mais tout ce qui est bon prend une prescription. Vous avez l'atrovin intranasal, les stéroïdes en inhalation nasale, quoi qu'il y en a maintenant sans ordonnance. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire parce que j'ai vu plein de patients qui ont juste bousillé leur muqueuse nasale à cause d'un abus de décongestionnant. On appelle ça une rhinite médicamenteuse. Sébastien demande est-ce que le Flovent peut être utilisé PRN comme le Saint-Bicard? La réponse, c'est non. La raison, c'est que ça n'a pas été étudié. Puis, Saint-Bicard, pourquoi ça a fonctionné? C'est à cause du double effet de la molécule. C'est que Saint-Bicard ouvre les bronches immédiatement comme du Ventolin et permet aux médicaments stéroïdes d'entrer dans les petites bronches. Donc, Flovent ne peut pas être utilisé PRN. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Ils vont prendre du Flovent juste quand ils sont symptomatiques. C'est vraiment pas recommandé. D'abord, on n'a aucune évidence pour le prouver. On n'a aucune étude qui a regardé ça. Puis, il ne faut pas oublier que la force du Saint-Bicard, c'est le fait que le LABA augmente l'activité anti-inflammatoire du budésonide. C'est pour ça que Saint-Bicard, oui, Flovent, non. Pour l'asthme induit par l'exercice au foie, est-ce qu'on prend Ventolin ou Saint-Bicard? Encore une fois, Saint-Bicard. L'asthme induit par l'exercice est une maladie inflammatoire. Si un patient qui joue au hockey prend Saint-Bicard, non seulement on va ouvrir ses bronches pour 12 heures, mais on va aussi traiter l'inflammation par le budésonide. Donc, c'est mon choix. C'était déjà mon choix dans l'asthme au froid également aussi. Pour l'asthme léger, quelle est la durée de Saint-Bicard recommandée par épisode? Donc, pour un asthme léger, Saint-Bicard peut être utilisé jusqu'à 8 fois par jour, ce qui n'est pas le cas. Mais en général, si on regarde les lignes directrices, on définit l'asthme léger comme besoin d'avoir 2 inhalations de Saint-Bicard par semaine. Donc, si l'asthme est léger et qu'on l'utilise 2 fois par semaine, le Saint-Bicard va vous durer probablement 1 an, parce que je pense que sans inhalation dedans. Donc, dépendant de la durée, ça demeure un bon choix, parce que le patient qui le prend à chaque attaque a moins de risque de faire une exacerbation de son asthme puis finir sur prednisone à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on est assez ouvert sur le médicament. Mais c'est sûr que si on prend Saint-Bicard 4-5 fois par jour, l'asthme n'est plus léger maintenant. Il est rendu modéré, sévère. Mais jusqu'à 8 inhalations par jour, ce n'est pas dangereux. Puis je vous dirais qu'il y a même eu des études qui sont allées à 20 inhalations, puis ça a fonctionné quand même. Donc, on n'a pas d'inquiétude pour ce qui est de la toxicité reliée à la molécule Saint-Bicard. Puis encore une fois, ce n'est pas pour faire de la publicité pour Saint-Bicard du tout. C'est simplement que dans les lignes directrices canadiennes et internationales, c'est le seul qui est recommandé comme traitement de secours. OK. Donc, on a épuisé. Est-ce que quelqu'un, je pense que Camille va débloquer les micros s'ils sont bloqués. Tantôt, il y avait quelqu'un qui avait une question. Donc, soyez tout à fait à l'aise de poser votre question en direct si vous voulez.
Bon, voilà. Parfait. Donc, comme je vous dis, je pense que vous pouvez ouvrir votre microphone s'il y en a qui ont des questions. Ça se peut aussi que votre question en direct ait été posée par chat. Pour les patients chez qui on soupçonne probablement de l'asthme comme cause de la toux, qui attendent les PFT pour confirmer, Ventolin pour confirmer le diagnostic, non, j'attends pas. D'abord, je n'ai pas besoin d'attendre pour des fonctions pulmonaires parce que si le patient tousse, les fonctions pulmonaires vont être normales. Il n'y aura pas d'obstruction. Je n'utiliserai pas du Ventolin PRN non plus parce que le problème est inflammatoire. Donc, je vais commencer un stéroïde inhalé immédiatement pour casser l'inflammation jusqu'à temps que le patient ne tousse plus. Ça peut prendre 2-3 semaines. Puis si vraiment son problème inflammatoire était causé par l'infection, bien, il ne deviendra pas nécessairement asthmatique à la fin. Donc, il va être capable d'arrêter son stéroïde probablement jusqu'à la prochaine infection. Donc, quand un patient fait des rhumes à répétition et ont toujours de l'asthme, je les prépare. Au prochain rhume, vous recommencez votre stéroïde à petite dose. Puis comme ça, vous n'allez pas tousser 6 mois. Vous allez voir des résultats beaucoup plus rapidement. Sur l'asthme pédiatrique, vous pouvez poser votre question. Moi, je vois les patients à partir de 8 ans. Par contre, je vous rappelle que les lignes directrices que j'ai présentées sont pour les 12 ans et plus. Juste vous rappeler que chez les enfants, on utilise beaucoup plus les stéroïdes inhalés sans LABA. Donc, stéroïdes à dose faible, stéroïdes à dose modérée. Le LABA apparaît beaucoup plus tard. On ne croit pas que c'est dangereux, c'est qu'on ne l'a pas étudié. Mais beaucoup de pédiatres pneumologues n'hésitent pas à appliquer les lignes directrices de l'adulte chez l'enfant. Mais ce que j'ai présenté ce soir, c'est vraiment les lignes directrices chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, c'est différent. Et Saint-Bicard, au besoin pour les enfants, ce n'est pas recommandé. C'est 12 ans. Et puis, les stéroïdes avec l'ABA à dose faible, ce n'est pas recommandé non plus. Ça arrive beaucoup plus tard là, dans la sévérité de l'asthme. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, bonjour, c'est Dr. Gromova. En effet, j'ai une question pour un patient qui a 8 ans. Oui. Puis, on fait un test de spirométrie et une hyperactivité bronchique modérée, tandis que l'enfant est absolument asymptomatique. Il court, il joue au soccer, aucune toux, pas de dyspnée, rien du tout. La mère, elle n'est pas convaincue qu'il fait de l'asthme. Moi, c'est quoi le plan d'action d'après vous? D'accord. Donc, un patient qui a quand même une réversibilité, un Oui, test positif, mais absolument pas de symptômes, c'est ça? oui, oui. En fait, je n'ai pas tendance à traiter des chiffres, mais traiter des patients. Donc, ce serait difficile à convaincre une mère que son enfant a besoin de prendre des stéroïdes inhalés. Donc, ce que je fais probablement, c'est que je m'assurerais qu'il y ait quand même une médication de secours au cas où, comme le salbutamol, puis je surveillerais l'évolution des symptômes simplement. Parce que la spirométrie, elle ne dit pas tout. Hein? Donc, elle peut être normale chez un asthmatique, elle peut être faussement positive chez un patient qui a juste une bonne capacité respiratoire. Mais je serais quand même intéressé de voir si la spirométrie était bien interprétée. Parce que je trouve ça étrange que le patient ait vraiment cet élément de réversibilité-là, alors que lui est bien. Mais il ne faut pas oublier que l'asthme est une maladie aussi qui est intermittente. Il est possible qu'au moment où il a fait le test, il y avait cette composante d'asthme, il ne l'a plus maintenant. Mais je n'ai pas tendance à jamais traiter sur des chiffres, seulement sur des symptômes. Et non, on ne risque pas d'augmenter le risque chez l'enfant de MPOC éventuellement parce qu'on n'a pas traité, surtout s'il est complètement symptomatique. Puis le meilleur indice, c'est s'il est aussi actif que les enfants de son âge, il court, il fait de l'activité physique. J'ai aucune inquiétude et j'ignorais la spirométrie à ce moment-là. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une autre question? Bien sûr. Montelukast pour les sinusites chez les enfants. Est-ce Oui. que qui ronflent la nuit puis qui font souvent des rhinites, est-ce que vous l'utilisez? Non. La bonne nouvelle, c'est que le singulaire chez l'enfant fonctionne mieux pour l'asthme que chez les adultes. Par contre, pour ce qui est de la composante rhinite allergique et asthme allergique, si le patient a de l'asthme et des allergies, oui, je vais l'utiliser. Donc, le Montelukast fonctionne bien chez l'asthme pour l'enfant, mais dès que vous entendez l'élément allergique, vous pouvez l'utiliser. Ce qu'on n'utilisera pas chez l'enfant, c'est comme traitement de la rhinite allergique. Ça, il n'y a pas d'indication. Mais si c'est vraiment pour de l'asthme allergique, absolument,
le Montelukast peuvent très, très bien fonctionner chez l'enfant, puis fonctionnent très bien chez mes asthmatiques allergiques adultes aussi. D'accord. Parfait. Donc, dernière chance pour les questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas répondu, qui n'est pas clair, vous pouvez taper, vous pouvez ouvrir votre microphone. Vous allez recevoir... Oui, allez-y. Oui, allô, j'ai une petite question. Si on prend maintenant le Symbicort pour un épisode de tout, là, qu'on pense probablement asthmatique, est-ce que puis là, le patient il s'améliore dans quelques jours, est-ce qu'on recommande de continuer à le prendre un certain temps ou on l'arrête? Alors, on parle ici de patients avec tout chronique, hein, c'est ça? Ou non, disons... Un asthme? Oui, un asthme. Disons qu'on Oui. on suppose après une infection, tu sais, Oui, je un comprends. épisode asthmatique, Oui, oui, pas vous avez... sur des médicaments réguliers, là, tu sais. Parfait. Puis là, il y a un Donc, épisode. vraiment, un patient a fait une crise d'asthme, il est sous Symbicort, 2 inhalations 2 fois par jour, il va bien, il a baissé une inhalation 2 fois par jour. Est-ce qu'il peut l'arrêter? L'important, c'est qu'il ait toujours accès à son traitement. Et là, c'est l'évolution qui va nous le dire. Si le patient a pris son traitement régulier et là, il passe PRN, puis il en a besoin de moins de 2 fois par semaine, aucun problème. Par contre, s'il a arrêté son Symbicort régulier, puis il tourne PRN, puis là, il commence à avoir 3-4 épisodes par semaine, puis il est obligé de se rattraper. J'aime mieux qu'il ait la plus petite dose. Ce qui est bien avec Symbicort, c'est que c'est 2 fois par jour, de 1 à 4 inhalations à chaque fois. Fait que le patient peut passer de 2-2 à 1-2, monter à 8 inhalations quand il y a une grosse exacerbation, puis retomber à 2 quand il va bien. Donc, le traitement suit les symptômes, mais c'est sûr qu'il peut l'arrêter si l'asthme n'est pas persistant, à condition de l'avoir comme médicament de secours, puis s'assurer qu'il ne le prenne pas plus que 2 fois par semaine. Parce que si c'est le cas, je préfère qu'il le prenne régulièrement matin et soir. De cette façon-là, il ne va pas essayer de toujours se rattraper pour essayer de traiter son asthme. Donc, on est à l'écoute des symptômes. Oui, le traitement peut être modifié à la hausse ou à la baisse, mais on n'enlève jamais complètement la pompe, simplement parce que l'asthme peut récidiver à n'importe quel moment. OK. Donc, on peut l'utiliser aussi comme, par exemple, quelqu'un qui n'est pas connu asthmatique, mais qui a eu, après une infection, un épisode de toux persistante, puis là, il va prendre le Symbicort sur quelques semaines. Puis on lui dit de le garder au cas que ça recommence. Absolument. Après ça, il peut le garder au besoin. Tout à fait raison. OK. Parfait. Absolument. Merci. Puis là, la question, on va dire, est-ce que je vais dire stéroïde inhalé, Symbicort? Quand c'est une toux unique, hein, quand c'est vraiment de la toux, il n'y a pas eu d'indication que Symbicort est mieux qu'un stéroïde inhalé. Donc, vous pourriez utiliser du Flovent, du Pulmicort, etc., etc. Mais lorsqu'il y a une composante asthmatique, de la dyspnée, des sibilances, le Symbicort est peut-être mieux qu'un stéroïde à ce moment-là. Parfait. La même chose pour les jeunes d'en haut de 12 ans. Oui, sauf que Symbicort, au besoin, 12 ans et plus. Hein. Donc, on a encore besoin de la petite pompe bleue chez les enfants, malheureusement. Merci. Plaisir. C'est bon. Donc, il est 20h. Je pense qu'on va terminer la session. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci pour vos questions aussi. Je vous invite à évaluer la session. C'est important pour nous. Et puis, je vous invite à la fin du mois, prochaine session, qui va porter sur la sensibilité aux patients autochtones. C'est une ancienne de mes résidentes, Jessie No, qui présente. Donc, ça risque d'être extrêmement intéressant. Puis, je vous invite à participer là, dans un mois. Donc, sinon, je vais clore le webinaire. Remercier Camille qui nous a assisté ce soir et vous rappeler que le webinaire ce soir a été accrédité. À la réception de votre évaluation, vous allez recevoir votre attestation de crédit pour la participation à cette activité. Bien, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée.